Bonjour chers amis, chers frères et sœurs qui aiment la vérité, voir la vérité historique. C'est le regard véridique qui se pose sur les actions des êtres humains à travers l'histoire. Alors donc nous reprenons la série de vidéos sur l'ouvrage de Zbigniew Brzezinski intitulé Le Grand Échiquier. J'ai même vu sur les réseaux sociaux, je ne sais pas qui c'est, oui c'est ça, c'est le professeur Franklin Yamsiwa Cameroun qui recommandait la lecture de l'ouvrage de Brzezinski, Le Grand Échiquier, pour comprendre certains événements internationaux, notamment la guerre en Ukraine. Je me suis dit, mais j'ai commencé toute une série de vidéos sur l'ouvrage de Brzezinski et il n'y a même pas beaucoup de vues. Il n'y a pas beaucoup de vues. Or, je ne suis pas loin d'achever la série de vidéos sur l'ouvrage de Brzezinski, Le Grand Échiquier. Bon, maintenant que le grand professeur Franklin Yamsi ou à Cameroun en a parlé, peut-être que vous allez maintenant vous tourner pour regarder la présentation de l'ouvrage Le Grand Échiquier de Brzezinski, dont je fais en même temps le commentaire. Voilà. Alors maintenant, dans ce chapitre-ci qu'il a intitulé « Un point d'ancrage en Extrême-Orient », donc il aborde la question de la géopolitique et de la géostratégie au niveau de l'Extrême-Orient. Alors il dit que pour être efficace, la politique américaine relative à l'Eurasie doit avoir pour point d'ancrage l'Extrême-Orient. Il dit, si les États-Unis eux-mêmes s'excluent volontairement du continent asiatique, cette condition ne pourra pas être remplie. Donc il est essentiel pour la politique mondiale des États-Unis que ces derniers entretiennent d'étroites relations avec le Japon. Mais ils doivent aussi impérativement établir une relation de coopération avec la Chine pour mener à bien les géostratégies eurasiennes. Alors il dit qu'il faut tenir compte de cette réalité parce que l'interaction permanente au Moyen-Orient entre les trois grandes puissances que sont les États-Unis, la Chine et le Japon crée un imbroglio régional qui pourrait se révéler dangereux et provoquer des glissements tectoniques dans l'ordre géopolitique mondial. Pourquoi? Ça, je m'interroge. Bon, on espère qu'il va expliquer cela. Il dit aux yeux de la Chine, les États-Unis situés de l'autre côté du Pacifique devraient faire figure d'alliés naturels. Ça, j'en doute. Dans la mesure où ils n'ont pas de visée particulière sur le continent asiatique et où ils se sont opposés par le passé aux incursions tant russes que japonaises en territoire chinois quand la Chine était affaiblie. Ça, j'en doute. Parce que il ne faut pas oublier le passé. Brzezinski n'est pas historien. C'est vrai, il est géopolitique, mais il n'est pas historien. Quand la Chine a subi l'impérialisme, les États-Unis faisaient partie de ces impérialistes-là. Quand la Chine a subi les traités inégaux, les États-Unis faisaient partie des États qui ont obligé l'empereur chinois à signer ces traités inégaux-là. Et puis les territoires, ce qu'on appelait l'extraterritorialité, c'est-à-dire des portions du territoire chinois contrôlées par ces impérialistes-là, les États-Unis faisaient partie. Il n'y avait pas que l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Italie, les choses, comment on appelle ça, le Portugal. Les États-Unis étaient impliqués. Donc ça, cet aspect historique-là, Brzezinski ne relève pas cela. Brzezinski ne relève pas cela. Et puis quand il y a eu la guerre de Corée, il y a eu des affrontements directs. Parce que les États-Unis ont obtenu un mandat de l'ONU pour, disent-ils, venir protéger la Corée du Sud. Mais à un moment donné, il y a eu des affrontements directs entre l'armée chinoise et puis l'armée américaine qui est venue sous la bannière de l'ONU. Même dans ces affrontements-là, le propre fils de Mao Zedong est décédé. Voilà. Parce que c'est ces aspects historiques-là dont ne parle pas Brzezinski. Donc c'est cela. Donc la Chine ne voit pas les États-Unis comme un allié, etc. Comme il le dit ici, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. En outre, les Japonais se sentent humiliés par les États-Unis. Parce que les bases que les Américains ont établies là-bas, après la guerre du Pacifique, la base d'Okinawa,
Mais les Japonais veulent que ces bases militaires américaines quittent leur pays. Mais les Américains refusent. Les Américains refusent. Ils ont de grosses bases militaires au Japon. Et ça, c'est une humiliation pour les Japonais. Alors, donc, comment est-ce que vous pouvez être alliés alors que vous occupez une portion du territoire avec avec vos armées? Alors, les faits. Voilà. Alors, la Russie, quant à elle, le pays affamé, le pays affamé en chinois, bon, je ne sais pas, a longtemps inspiré la méfiance. L'Inde, elle aussi, apparaît aujourd'hui comme un rival potentiel. Oui, c'est vrai. Bon, parce qu'il y a un problème aussi de territoire entre la Chine et l'Inde. Et entre la Chine et la Russie. Mais cela n'a jamais provoqué au niveau, en tout cas, entre l'Inde et la Chine, il y a eu quelquefois quelques escarmouches, mais pas entre la Russie et la Chine. Voilà, voilà. Le principe selon lequel le voisin de mon voisin est mon allié s'applique donc aux relations géopolitiques et historiques nouées entre la Chine et les États-Unis. Moi, aujourd'hui, l'Amérique n'est plus l'adversaire du Japon dans le Pacifique. Ça, ce n'est pas vrai. Les Japonais attendent que les bases militaires américaines quittent leur territoire. Ça, c'est clair. Elles constituent son plus proche allié. D'ailleurs, récemment, avec les événements de l'Ukraine, et puis souvent les tirs de missiles balistiques faits par la Corée du Nord, mais le Japon a décidé de se doter d'une armée bien entraînée et bien équipée. Et récemment, là, voilà. Donc, c'est ça. Donc, les choses ont évolué. Et ce n'est plus la même chose. Les États-Unis entretiennent également des rapports étroits avec Taïwan et avec plusieurs nations d'Asie du Sud-Est. Mais si vous entretenez des rapports étroits avec Taïwan, comment vous pouvez vous entendre avec la Chine populaire? Non. Parce que la Chine populaire estime que Taïwan, c'est une province rebelle qui est soutenue par les États-Unis. Dernièrement, là, on a vu Mme Nancy Pelosi, qui est, je crois que importante, c'est pas elle est importante, elle est la présidente, je ne sais pas si c'est de la Chambre des représentants. C'est le troisième personnage de l'État des États-Unis qui est allé faire une visite officielle à Taïwan. Mais la Chine a considéré ça comme un affront. Comme un affront. Voilà, c'est ça. C'est ça le problème. Par ailleurs, les Chinois se montrent sensibles aux réserves doctrinales que les États-Unis émettent à l'égard de leur régime national. La Chine considère donc les États-Unis comme le principal obstacle à sa quête d'une prééminence mondiale, mais également à l'affirmation de sa prédominance globale. Dans ces conditions, la collision entre la Chine et les États-Unis est-elle inévitable? Mais en tout cas, il y a des raisons de conflit. D'ailleurs, on a vu, quand le président Trump était au pouvoir, il a mis sous embargo différents produits chinois. Il trouvait que ces produits-là faisaient concurrence à des produits faits aux États-Unis. Voilà. Et puis, depuis que la Chine a mis en place ce qu'elle a appelé la nouvelle route de la soie, bon, ça ne plaît pas aux Occidentaux. Voilà. Pour le Japon, les États-Unis ont été le parapluie sous lequel le pays a pu s'abriter en toute sécurité pour se remettre sur pied après la défaite dévastatrice, pour retrouver un dynamisme économique et ainsi progressivement accéder au rang de puissance mondiale. Oui, le Japon est une puissance mondiale, mais seulement économique. Le Japon n'est pas une puissance militaire. Ça, c'est un problème. Le Japon n'est pas une puissance militaire. Or, une puissance économique doit s'accompagner avec une puissance militaire. C'est ça. C'est important. Et puis, les Japonais n'ont pas oublié les 2 bombes atomiques sur Hiroshima et puis Nagasaki. Voilà. Même ceux qui ont subi ça au Japon, ils ont été ostracisés. Il y avait un mot même spécial pour désigner ceux qui avaient subi les effets, les contre-coups de ces 2 bombes atomiques-là. Mais l'existence même de ce parapluie limite la liberté d'action du Japon et le place dans une situation paradoxale. Grande puissance mondiale, le Japon est aussi une sorte de protectorat. Ah, voilà. Voilà. Or, les Japonais, ils sont très fiers de leur nation et ce sont des nationalistes. Certes, les États-Unis restent le partenaire du Japon qui lui permet d'accéder au rang de leader international. Oh non, ce n'est pas les États-Unis. Eux-mêmes, ils ont de grands savants, de grandes multinationales. Ce n'est pas les États-Unis qui font ça. Hein? Même au niveau des véhicules, les Japonais,
les compagnies japonaises de choses d'automobile ont pris de l'importance. Hein, vous le savez, je n'ai pas besoin de faire des choses, comment on appelle ça, de la publicité. Ce n'est pas de la publicité. Hein, c'est cela. Mitsubishi, Toyota, Honda, etc. Hein, voilà. C'est ça les faits. En d'autres termes, dans un avenir proche, deux problèmes géopolitiques interdépendants se poseront. Leur solution permettra de définir le rôle des États-Unis en Eurasie extrême orientale. Oui, mais les États-Unis, ils ont les bases en Asie. Voilà. Ils ont des bases au Japon, ils ont des bases en Corée du Sud. Et puis, ils font une sorte de bouclier avec des navires de guerre autour de Taïwan, ce qui est une provocation contre la Chine populaire. Quelle forme concrète et acceptable du point de vue américain doit revêtir la montée de la Chine en tant que puissance régionale dominante et quelles limites doit-on fixer à ses aspirations au statut de puissance globale? Les Japonais, cherchant à se tailler un rôle au niveau mondial, comment les États-Unis doivent-ils gérer les conséquences régionales de la réticence inévitable croissante du Japon à accepter son statut de protectorat américain? Mais ils ne sont jamais d'accord avec. C'est parce que pour l'instant, ils ne peuvent rien faire qu'ils ne disent rien. Mais j'ai suivi une déclaration d'officiels japonais qui, avec la guerre en Ukraine, disent qu'ils vont relancer l'armée japonaise. Ils vont en faire une puissance, ils vont faire du Japon une puissance militaire. Et ça, je ne suis pas sûr que cela plaise aux États-Unis. La scène géopolitique en Extrême-Orient se caractérise aujourd'hui par des relations métastables entre puissances. Bon, donc, comme des métastases. Bon, on sait qu'il y a des problèmes. Cela implique une grande rigidité externe et très peu de degrés de flexibilité interne. Voilà. L'essor économique asiatique pourrait d'ailleurs contribuer à renforcer cette incertitude car la prospérité masque les faiblesses de la région et exacerbe dans le même temps les ambitions nationales et les attentes sociales. Bon, on voit que dans cette affaire de l'Asie, il y a certaines puissances dont pour l'instant ne parle pas encore Brzezinski. Mais il y a l'Indonésie. L'Indonésie, qui faisait partie des pays qui ont signé ce traité de pays non alignés. Avec, je crois, Sukarno. Voilà. L'Indonésie est une puissance. Même la Malaisie, c'est une puissance économique. C'est une puissance économique. Voilà. Donc, dans cet Extrême-Orient-là, il y a des pays qui sont... Bon, on peut dire la Malaisie, là, c'est du côté de l'Océanie. Bon, mais ça fait partie quand même de l'Asie. Voilà. C'est cela. Quant au rythme de croissance de l'Asie, il est lui aussi sans précédent. Les économistes ont noté que dans la phase initiale de l'industrialisation, il a fallu à la Grande-Bretagne plus de 50 ans et à peine moins aux États-Unis pour doubler leur production respective par habitant, alors qu'il a suffi d'une dizaine d'années à la Chine et à la Corée du Sud pour obtenir le même résultat. Ah, voilà, c'est ça. À moins d'un brusque arrêt de développement régional, l'Asie pourrait bien, en un quart de siècle, dépasser tant l'Amérique du Nord que l'Europe en termes de produit national brut total. Voilà. Même aujourd'hui, des pays comme le Vietnam sont des puissances économiques régionales. C'est une puissance économique régionale. Même Singapour, la simple ville de Singapour, mais le niveau de vie à Singapour est très élevé. Voilà, très élevé. Pourtant, si l'Asie est en passe de devenir un centre de gravité de l'économie mondiale, certains volcans politiques en sommeil. Brzezinski, il utilise des images. Hein? Il dit un volcan politique en sommeil. Bien que dépassant l'Europe en matière de développement économique, elle présente une carence singulière en termes de développement politique régional. En quoi? Parce qu'eux, ils sont là toujours pour parler de leur affaire de démocratie là. Alors qu'aujourd'hui, on sait que les votes là, beaucoup de votes ne sont pas honnêtes. Hein? Si bien qu'aujourd'hui, on se rend compte que chaque fois qu'il y a des votes, il y a des contestations. Même aux États-Unis. L'Asie ne dispose pas de structures de coopération multilatérale telles que celles qui dominent la scène politique européenne, qui a tenu résorbe
en indiquant les conflits territoriaux, ethniques et nationaux traditionnels de l'Europe. En effet, en Asie, il n'existe rien de comparable à l'Union européenne ou à l'OTAN. Oui, mais... Ni l'ASEAN, l'Association des Nations du Sud-Est asiatique, ni le Forum régional de l'ASEAN ne ressemblent même de loin au réseau multilatéral et régional de coopération qui unit l'Europe. Mais l'Europe n'est pas si unie que ça, on le voit avec la crise en Ukraine. Ils ne sont point d'accord. Voilà. Donc ce n'est pas une unité parfaite. Voilà. Et puis, chaque pays d'Asie estime avoir ses particularités, ses particularismes. L'Inde a ses particularismes. L'Inde, ce n'est pas la Chine. La Chine a ses particularismes. La Chine, ce n'est pas le Japon. D'ailleurs, entre les deux pays, il y a des contentieux. Parce qu'on a vu les crimes que les Japonais ont eu à commettre en Chine. On a vu la cellule 731 où c'était une cellule dite scientifique où on inoculait même des virus aux Chinois. C'est pas sérieux. C'est ce qui s'est passé. L'Asie est aujourd'hui le siège de la plus grande concentration au monde de courants nationalistes qui embrasent les foules. Mais c'est ça. Et ils sont nationalistes. Mais parce que ce sont des vieilles nations. La Chine, c'est une vieille nation. Hein? Depuis le premier empereur, Qi jusqu'au dernier empereur, Puyi. Alors, c'est ça. C'est un vieil État. Leur réveil relativement récent est alimenté par l'accès récent aux modes de communication des masses. L'ardeur prodigieuse de ces nationalismes tient aux attentes sociales de plus en plus grandes qu'engendre la prospérité économique toujours plus grande ainsi que les disparités sociales toujours plus profondes. Mais, or, aux États-Unis, concernant ce qu'on appelle l'État profond, il y a des gens qui sont des mondialistes qui veulent doter la Terre, le globe terrestre d'un seul gouvernement. Mais les pays nationalistes ne peuvent pas accepter ça. Les pays nationalistes d'Asie aussi n'acceptent pas. Comme la Russie ne l'accepte pas aujourd'hui, l'Inde ne l'accepte pas, la Chine ne l'accepte pas, le Japon ne l'accepte pas. Hein? Pour l'instant, le Japon le dirait, mais dans le fond, le Japon ne peut jamais accepter cela. Voilà. Les Japonais sont très nationalistes. Et on a vu comment est-ce que leur nationalisme a été ravivé à l'époque justement du gouvernement qui a fait la guerre du Pacifique. Celui dirigé par le général Tojo. Voilà. L'histoire éclaire les choses. Tant qu'on n'utilise pas l'histoire, même les événements actuels, on ne peut pas en avoir un éclairage clair. Voilà. C'est du fait de la tautologie, un éclairage clair. Voilà. Aussi, ces nationalismes sont-ils susceptibles d'être à l'origine d'une mobilisation politique en raison de l'accroissement critique tant de la population que de l'urbanisation. Cette situation est encore plus inquiétante si l'on considère l'accumulation des armements en Asie. Voilà. En 1995, la région est devenue, selon l'Institut international des études stratégiques, le plus gros importateur d'armes dépassant l'Europe et le Moyen-Orient. Ah. Mais qui importe les armes en Extrême-Orient? Qui? Moi, je me pose la question. Parce qu'on sait que le Moyen-Orient importe beaucoup d'armes, notamment l'Arabie Saoudite. Bon. En résumé, l'Asie orientale regorge d'activités productrices qui, jusqu'à ce jour, ont été développées à des fins pacifiques grâce au rythme élevé de la croissance économique de la région. Mais cette soupape de sécurité pourrait bien exploser sous la pression des passions politiques. De nombreux points de friction pourraient faire l'objet d'une exploitation démagogique et donc explosive. Le mécontentement de la Chine à l'égard du statut distinct de Taïwan grandit au fur et à mesure que la Chine gagne en puissance et que Taïwan, de plus en plus prospère, commence à envisager un statut d'indépendance officielle d'État-nation. Ça, la Chine populaire ne peut jamais accepter ça. Même concernant le Burkina, il n'y a pas longtemps que le Burkina a tourné le dos à Taïwan pour reconnaître seulement une Chine unique, c'est-à-dire la Chine populaire. Il n'y a pas trop longtemps. Voilà. Parce que finalement, quels sont les pays qui reconnaissent Taïwan? C'est très peu. Très peu. Les îles Paracels et Spratly en mer de Chine méridionale pourraient être à l'origine d'une lutte entre la Chine et de nombreux États de l'Asie du Sud-Est pour l'accès à des ressources d'énergie sous-marine d'une valeur potentielle non négligeable.
La Chine considérant la mer de Chine méridionale comme son patrimoine national légitime. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que dans le droit de la mer, hein, la mer territoriale, les pays qui sont puissants, hein, prennent un espace de la mer territoriale plus grand que les autres. Parce qu'eux, ils peuvent contrôler tous ces espaces-là avec leur marine militaire, leur marine nationale. Donc c'est ça. Et la Chine a cette capacité-là. Parce que la mer de Chine, bon, le Japon n'est pas loin, la Corée n'est pas loin. Voilà. Et puis maintenant, il y a le cas de Taïwan. Mais là, la Chine populaire estime que tout ce qui est autour de Taïwan, y compris Taïwan, même lui appartient. L'archipel Senkaku est revendiqué par la Chine est aussi bien revendiqué par la Chine que le Japon. Les Chinois de Taïwan défendant tous avec acharnement la position de leurs rivaux politiques du continent et la rivalité historique qui règne entre la Chine et le Japon pour la suprématie régionale confère à une question des dimensions symboliques. Il n'y a pas que symbolique, il y a trop de sang versé entre la Chine et le Japon. Quand ils ont attaqué Nankin, les Japonais, ils ont massacré en une journée près de 300 000 personnes. La division, je ne sais pas si c'est 30 000 ou bien 300 000, en tout cas, c'est lié au chiffre 3. Une grande quantité de personnes qu'ils ont tuées. Femmes, enfants, vieillards, tout ça. Les Japonais ont... le gouvernement militaire de Tojo a commis beaucoup de crimes. Hein. Beaucoup de crimes. La division de la Corée et les stabilités inhérentes à la Corée du Nord, qui se fait d'autant plus menaçante. En quoi est-ce qu'il y a une instabilité en Corée du Nord? C'est une même famille, la famille Kim, qui dirige la Corée du Nord jusqu'à aujourd'hui. Je crois que c'est le petit-fils du fondateur de la Corée du Nord qui est là au pouvoir maintenant. Kim Jong-un. La famille Kim. La famille Kim qui dirige le Japon, la Corée du Nord. Ils disent qu'elle cherche à acquérir l'arme nucléaire. Mais aujourd'hui, elle est là. La Corée du Nord a l'arme nucléaire, donc on ne peut pas s'amuser à l'attaquer. Il dit que cela peut provoquer, il a dit qu'elle cherche à acquérir, mais elle a acquis aujourd'hui. Hein, et que cela peut provoquer une guerre à laquelle les États-Unis, indirectement le Japon, se verraient inévitablement mêlés. Bon. La question de l'extrême sud des îles, parce que, qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis se veulent protecteurs de la Corée du Sud. Jusqu'à aujourd'hui, les armées sont stationnées là-bas. La question de l'extrême sud des îles Kouriles, conquises unilatéralement en 1945 par l'Union soviétique, qui continue à paralyser et à envenimer les relations russo-japonaises. Oui, ça c'est vrai. Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, le Japon continuait de faire la guerre. Les Américains ont demandé aux Russes, enfin aux Soviétiques, de les aider à vaincre le Japon. Et c'est ainsi qu'ils ont occupé les îles Kuriles. Hein, les Japonais ont proposé des milliards de dollars pour pouvoir racheter les îles Kuriles. Les Russes ont toujours refusé. C'est le cas aussi des îles Sakhaline. Voilà. D'autres conflits territoriaux ou ethniques latents au sujet des frontières sino-russes, sino-vietnamiennes, nippo-coréennes et sino-indiennes, la possibilité de troupes ethniques dans la province du Xinjiang ainsi que les controverses sino-indonésiennes quant aux limites océaniques. Bon, passez dans le Xinjiang où il y a les Ouïghours, les populations turcophones, mais qui font partie de la République populaire de Chine. Bon, souvent les Occidentaux essaient de provoquer des troubles là-bas, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Oui, ils essaient de... Comme ils ont fait les printemps dans le Moyen-Orient, là, ils veulent faire la même chose dans ces territoires-là. Et c'est souvent ça qui crée des problèmes. On l'a vu, ils ont voulu faire récemment un printemps en Iran. Mais les gens qu'ils ont envoyés dans la rue, la police, et les basidjés, c'est-à-dire les défenseurs de la révolution iranienne, hein, ils ont tiré sur les gens. Parce qu'ils se sont dit non, ce ne sont pas des manifestations anodines, ce ne sont pas des manifestants ordinaires, mais qui sont manipulés notamment par la CIA. C'est ce que l'Iran passe, c'est ce que passent les dirigeants iraniens. Voilà. Les rapports de force dans la région, eux aussi, sont aussi déséquilibrés. La Chine, qui dispose d'un véritable arsenal nucléaire et de nombreuses forces armées, constitue, à n'en pas douter, la puissance militaire dominante de la région. Ça, c'est clair. La marine chinoise a d'ores et déjà adopté une doctrine stratégique de défense maritime active qui prévoit au cours des 15 prochaines années la mise en œuvre d'un effectif capable de se déployer dans l'océan
de manière à exercer un contrôle réel des mers dans les limites de la première chaîne d'îles, c'est-à-dire le détroit de Formose, c'est-à-dire Taïwan, et la mer de Chine méridionale. Parce que Taïwan, ça s'appelait l'île Formose. Il est vrai que le potentiel militaire du Japon s'accroît également et qu'en termes de qualité, il est sans rival dans la région. Mais les Américains contrôlent ça de près. Ils ne veulent pas que la puissance militaire japonaise revienne à la surface, ça c'est clair. Quoi qu'il en soit, les forces armées japonaises ne constituent pas un instrument de la politique extérieure du Japon et elles sont généralement considérées comme le prolongement de la présence militaire américaine dans la région. Mais c'est ça. Parce qu'en fait, il a dit que le Japon est dans une situation de protectorat vis-à-vis des États-Unis. L'émergence de la Chine a déjà conduit ses voisins du Sud-Est à se montrer plus conciliants à l'égard des intérêts chinois. Rappelons-nous que lors de la mini-crise au sujet de Taïwan, qui s'est déroulée au début de l'année 1996, la Chine avait alors entrepris des manœuvres militaires d'intimidation et barré l'accès aérien et maritime à une zone proche de Taïwan. C'est ce qu'elle a fait encore récemment. Et à quoi les Américains ont riposté en déployant des forces navales dissuasives. Bon, maintenant, les Américains se méfient de faire cela d'une façon ostentatoire. Le ministre des Affaires étrangères de Taïwan a immédiatement déclaré que cette interdiction était tout à fait normale, tandis que son homologue indonésien assurait qu'il s'agissait d'une affaire qui ne regardait que la Chine. Mais c'est vrai, les États-Unis se mêlent de quoi? Tu n'es pas chinois. Tu viens te mêler d'une affaire entre les Chinois. C'est comme une affaire entre les Ukrainiens et leurs frères russes. Bon, l'OTAN vient s'en mêler. Bon, voilà le problème. Ils veulent dire aux autres ce que les autres doivent faire. Les autres doivent faire leur volonté. C'est un problème. Les Philippines et la Malaisie, pour leur part, ont adopté le parti de la neutralité. Mais bien sûr, parce qu'aucun ne supporte cette politique des États-Unis, parce qu'ils ont vu l'impérialisme des Occidentaux en Orient, en Extrême-Orient. N'oublions pas que l'Indonésie a été colonisée par les Pays-Bas. C'est cela. Et c'était une domination dure. C'est cela. Le Japon n'a pas oublié le fait que les États-Unis ont utilisé 2 bombes atomiques alors qu'ils pouvaient s'en passer et puis vaincre le Japon. La Thaïlande, c'est un pays qui est économiquement important. Voilà. Donc c'est ça. Donc ces pays-là n'acceptent pas que les États-Unis viennent se mêler de leurs affaires en Asie là-bas. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors je vous remercie. Ça fait 27 minutes que je parle. Je vais m'arrêter là maintenant, 28. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc, je viens de vous présenter encore un pan de l'ouvrage de Brzezinski, Le Grand Échiquier. Merci encore et bonne journée à tous.